Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Côté Canap, le podcast qui vous invite à vous affaler confortablement pour une rencontre inspirante. Aujourd'hui, nous avons eu l'honneur d'accueillir Pierre Laurent, journaliste de la presse écrite au journal L'Avenir. Dans une ère de mutation constante, nous avons plongé au cœur de son métier, l'avenir de la presse écrite, face à la montée en puissance du numérique et bien sûr l'impact de l'intelligence artificielle sur le journalisme. Pierre Laurent nous a partagé ses perspectives d'avenir pour la profession et surtout ce qui continue de le faire vibrer au quotidien. Préparez-vous à une discussion riche en réflexions, en anecdotes de terrain et en émotions. Installez-vous, la conversation avec Pierre Laurent commence maintenant. Bonjour Pierre Laurent et bienvenue dans Côté Canap. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de ton métier que tu exerces depuis plus de 16 ans. Tu es journaliste. Tu es journaliste quoi exactement ? Alors, je suis journaliste à l'Avenir, donc et affecté au bureau de Tournai. Donc, je suis en charge de l'actualité de la Wallonie-Picarde, du bassin de vie de la Wallonie-Picarde, qui couvre 23 communes. Et alors, j'ai plus spécifiquement en charge deux territoires, les territoires de Lezan-Hainaut et de Belleuil. Mais ça ne m'empêche pas évidemment de couvrir d'autres actualités en dehors des frontières de ces deux communes. Donc toi, tu fais plutôt du fait divers. Ah non. Évidemment, en tant que journaliste, on est amené à faire du travail un petit peu sur tous les terrains, dans tous les domaines, que ce soit des sujets de société liés à la culture, à la technologie, à tout ce qui est politique, ouverture de nouveaux commerces. Et ça peut aussi être des sujets nationaux qu'on décline sous des angles régionaux, locaux, comme par exemple la lutte contre les frelons asiatiques. Il y a tout un tas de sujets aussi, de thématiques transversales qui peuvent être déclinées en région. Est-ce que c'est ça que tu aimes justement, le côté où tu rencontres un peu de tout, ou tu aurais préféré avoir une spécialisation ? Disons peut-être que dans la presse écrite d'avant, j'ai envie de dire, il y a 20 ou 30 ans, on était plus on attribuait plus une casquette à un journaliste. Toi t'es plutôt côté musical, un peu chronique musicale, toi plutôt culture, toi plutôt enseignement. Ça a un petit peu disparu. Il y a toujours on a toujours des affinités vis-à-vis de faits de société, d'un milieu en particulier. Moi, par exemple, tout ce qui touche à la mobilité des gens, c'est un sujet très important parce que les gens vont au travail en voiture, quand il y a des travaux, des accidents. Ça fait partie des sujets qui sont fort suivis et des sujets que j'affectionne aussi. Mais après, ça ne m'empêche pas aussi de traiter. Je couvre l'actualité aussi politique. Je rencontre des commerçants. Je rencontre tu dois être un peu au fait de tout au final. Si c'est politique sur la région et en même temps sportif, c'est pas toujours évident d'être. Oui. Ma casquette de journaliste sportif, je l'ai un peu mise de côté parce que j'ai eu un contrat en 2015 pour couvrir l'actualité régionale, donc hors sportif. Donc ça a été un peu mis de côté. Ouais. Mais oui, là je traite de l'actualité un peu. Et sur toutes ces communes-là, alors? Principalement sur Belleuil. Après, je viens d'une commune à l'autre, ouais, en fonction des sujets, des idées de sujets, etc. Et toi, tu as quoi comme contrat, en fait, en tant que journaliste? J'ai un contrat à durée indéterminée. C'est encore quelque chose qui se fait, ça, dans le milieu du journalisme? Disons que ça est devenu de plus en plus difficile de décrocher un contrat à durée indéterminée vu la conjoncture actuelle, les difficultés du secteur de la presse. C'était déjà difficile il y a une dizaine d'années et ça l'est devenu encore plus parce que la masse salariale dans une rédaction, c'est ce qui pèse le plus au niveau financier. Ouais. C'est ce qui coûte le plus cher, évidemment. C'est une chance, en fait, pour toi, dans ton cas, d'avoir... Oui, c'est une chance, tout en ayant conscience que un contrat à durée indéterminée, c'est pas... oui, ça veut plus... C'est pas une assurance vie, quoi. Non. C'est pas... Ça me garantit pas de garder mon emploi ad vitam aeternam, vu que le milieu traverse... un peu une crise. Depuis 15 ans, peut-être. Diverses crises, j'ai envie de dire. Donc, ça fait 16 ans que tu fais ce métier. Après 16 ans, comment tu gardes cette passion pour le journalisme ? Qu'est-ce qui t'anime ? C'est la diversité, c'est l'adrénaline, la diversité de sujets, les rencontres, les échanges que je peux avoir avec les personnes. En fait, je rentre chez moi toujours avec le sentiment de me dire aujourd'hui, j'ai appris quelque chose. Et ça, c'est pas le cas dans tous les métiers. J'ai l'impression de m'être enrichi des échanges, des connaissances, des rencontres, oui, d'en apprendre un peu plus sur le métier des gens, sur leur parcours de vie,
leurs difficultés parfois, les drames qu'ils ont pu vivre, et c'est quelque chose d'assez enrichissant de pouvoir retranscrire un petit peu des moments de vie, des parcours de vie plus ou moins difficiles. Est-ce qu'il y a justement des anecdotes comme ça, des rencontres que tu as pu faire qui t'ont vraiment marqué? Il y en a une qui te vient en tête? Côté fait divers, côté peut-être joyeux, ou qui t'a marqué humainement? Ce qui m'a marqué peut-être le plus humainement, c'est un voyage de presse que j'ai fait en Inde avec une école de Fran. Donc c'était un projet humanitaire en fait qui était en partie soutenu par une ASBL et donc par des écoliers de 5e ou 6e primaire. Et donc je suis parti avec ces élèves dans un coin reculé de l'Inde où on prend vite conscience du monde. C'est un tout autre monde, quoi. Cette confrontation entre notre société consumériste où on achète, on vend, on achète, on vend, et cette société où on vit de manière simple. C'est le rapport à l'humain là-bas et leur façon de vivre. Voilà, c'est ça. Ça a été un vrai choc. Je dirais pas culturel, mais ça a été un vrai choc de se confronter à la réalité de ces gens qui n'ont rien et qui finalement semblent plus heureux que nous dans notre pays, alors qu'ils n'ont rien. Ça, c'est quelque chose qui m'a frappé. Nous, on a toujours tendance un peu à râler, toujours vouloir être dans une société où on possède, à posséder un iPhone, à le revendre 2 ans plus tard pour en racheter un nouveau alors qu'il fonctionne toujours. Et eux, ils n'ont pas tout ça. Et quand on les voit avec nous regarder, c'est parfois assez impressionnant et assez intimidant parce que ils nous voient d'une certaine manière et ils nous voient avec nos beaux habits, etc. Alors qu'eux, ils sont à pieds nus. On sent que ça t'a vraiment un peu bouleversé, un peu ce choc culturel. Oui, et puis il suffisait de voir un peu le bonheur, de lire le bonheur un peu sur leur visage quand on leur donnait des bics, des chapeaux. Pour nous, ça paraît des savons, ça paraît tellement anecdotique, mais pour eux, c'est quelque chose d'énorme, quoi. C'est comme si on aurait offert une montre à quelqu'un par chez nous. Oui, c'était Noël, quoi. Donc oui, c'était un vrai choc. Outre cette expérience marquante, j'ai vécu aussi une histoire amusante en marge de la danse du roi. Donc c'est un événement folklorique très populaire dans la région. En fait, en annonçant l'événement, j'avais commis l'erreur il y a une paire d'années en indiquant que le roi avait choisi comme reine son épouse. En fait, c'était pas son épouse, mais c'était une amie à lui. Donc sur le coup, on en avait rigolé, mais il est apparu que plusieurs années plus tard, ils ont uni leur destinée. Donc c'était assez cocasse comme moment. Aujourd'hui encore, quand je parle avec ce monsieur Roger Houran, en l'occurrence, qui chapeaute un peu cette danse du roi, on en rit encore de cette étrange prémonition entre guillemets. Et donc voilà, ça fait partie un peu des anecdotes amusantes qui me resteront gravées dans ma mémoire. Est-ce que tu dirais que ce métier de journaliste te permet justement parfois de relativiser sur toi, ta situation ou ce que tu peux traverser, parce que tu fais des rencontres comme ça qui te disent telle rencontre a vécu tel événement et moi de mon côté je me tracasse pour peut-être des broutilles parfois. Oui, parce que on est amené à rencontrer des gens qui ont réorienté leur carrière professionnelle suite à des accidents, suite à des décès dans leur famille, suite à des burn-out, et on se rend compte que ces gens-là finalement ont réussi à rebondir, et parfois ils nous donnent aussi une leçon de vie par rapport au fait que qu'eux ont traversé des épreuves et qu'ils s'en sont sortis. En plus de ça, on a leur sourire, on voit leur sourire, et effectivement par rapport à ma condition, ça peut aussi poser question par rapport au fait qu'on râle pour un oui ou pour un non, alors qu'on a peut-être pas traversé toutes ces épreuves. Et oui, effectivement, ça peut permettre de relativiser certaines choses quand on est confronté à des gens qui ont un cancer, qui nous parlent de leur cancer, qui nous parlent de leur maladie, des difficultés, etc. Et que d'un autre côté, on voit qu'ils se battent, qu'ils gardent une certaine force intérieur et même extérieur, et on se dit ces gens-là sont pleins de courage et ont beaucoup de choses à nous apprendre. C'est une vraie leçon de vie de pouvoir les côtoyer. Quand tu vis comme ça des rencontres difficiles, comment tu fais pour justement parfois faire un peu la part des choses, couper émotionnellement? Au début de ma carrière, c'était assez difficile parce qu'on n'est pas habitué à être confronté à des images, à certaines images. Par la suite, avec le bagage et avec l'habitude, j'ai envie de dire, c'est malheureux de dire ça, mais on prend plus de recul. On est moins fonceur aussi par rapport aux faits divers, ou dans le sens où il y a aussi une question de respect vis-à-vis des intervenants, des pompiers, des ambulanciers qui sont là. On sait qu'il y a
derrière tout ça, il y a des familles qui peuvent être Tu arrives endeuillées. justement à ne pas avoir un aspect paparazzi en fait quand c'est un cas difficile. Voilà, si tu arrives sur un drame, c'est parce que tu dois couvrir l'événement quelque part et dans ta casquette tu dois vendre ton article. Tu arrives justement à garder ce recul par rapport aux familles que tu peux rencontrer. Oui, parce que avec l'expérience, je pars généralement sur quand c'est un fait divers qui est grave, je pars avec l'idée que garde toujours en tête que derrière tout ça, il y a des proches, il y a une famille et que la course à l'information, elle a aussi ses limites, même si sur les réseaux sociaux, très très rapidement, je vais dire les annonces d'accidents se font assez rapidement. Voilà, moi il m'est arrivé de discuter avec des policiers, des intervenants. La famille n'était pas encore prévenue d'un drame, du drame qui se jouait et où on attend évidemment que la famille soit mise au courant avant de publier un article, même si malheureusement, et c'est un petit peu dommage, les réseaux sociaux ont fait leur œuvre entre-temps et que donc on raconte tout et son contraire, les gens se permettent de juger d'un accident alors que nous-mêmes en tant que journalistes on a été sur place et on n'a pas ce jugement-là, on ne se permet pas de faire ce jugement-là. Parfois on nous dit simplement tu relates les faits. La cause est indéterminée, on ne sait pas pourquoi il y a eu cet accident et les gens sur les réseaux sociaux disent oui, ils assimilent toujours ça à la vitesse, à l'alcool, ils ont tendance à voilà, oui, il y a des jugements derrière dans les commentaires. C'est un peu les travers des réseaux sociaux, c'est que derrière tout ça, on s'imagine pas, mais il y a des proches qui disent ça et ça doit être horrible. Et moi personnellement, j'ai vécu un drame au niveau familial. Heureusement, ça s'est pas mal terminé. Donc j'ai en fait ma sœur qui a connu un très grave accident de la route où elle est vraiment passée par la petite porte. Et où j'ai été amené finalement, sans le savoir au départ, à couvrir l'intervention. Donc évidemment, c'est quelque chose qui est marquant et qui renforce aussi ma prudence quand je vais sur un fait divers. C'est-à-dire que j'ai vécu ça, donc je vois plus les choses de la même manière quand je vais sur un fait divers, parce que tu sais qu'il y a une famille. j'étais confronté à un accident, j'ai vu de mes propres yeux, voilà. Ce que ça fait aux proches, ouais. Et justement par rapport à cette... Et c'était terriblement douloureux de pouvoir écrire là-dessus. Relater ça, oui. Ouais. Oui. D'ailleurs, j'ai des collègues qui m'ont dit tu peux passer le flambeau. Tu sais, t'aurais pu très bien nous le dire, quoi. Sauf que quand moi, je suis informé d'un accident, je me lève et je suis en pilote automatique. J'étais vraiment en pilote automatique et sans savoir que c'était un proche, ma sœur en l'occurrence. Et puis après, je reçois un appel de mon beau-frère et j'étais prêt à partir et disant que c'était ma sœur, quoi. Et je suis resté en pilote automatique et je voulais absolument avoir avoir de ces nouvelles, en fait. C'était pas y aller pour faire mon travail, c'était parce que je voulais l'avoir et je voulais être près d'elle à ce moment-là. Et quand je suis arrivé, je me suis mis à l'écart, j'ai attendu d'avoir des nouvelles au niveau des pompiers et puis après j'ai fait un article, mais ça a été l'article le plus douloureux de ma carrière à rédiger parce qu'il y avait un côté émotionnel, parce que je devais malgré tout essayer de prendre du recul par rapport à quelque chose qui me touchait personnellement. T'es content de l'avoir fait ou est-ce que... Oui, parce que ma sœur m'a remercié. Je pense qu'elle le souhaitait pas nécessairement, mais quand elle a vu quelques jours plus tard, après ses multiples opérations, l'article où finalement c'était plutôt un récit des faits. Exactement, j'en savais beaucoup plus, mais elle était contente parce que elle savait que ce qui avait été écrit était réel et que... D'avoir cette casquette de journaliste, c'est pas difficile parfois d'être justement peut-être tout le temps jugé par le public et tu arrives sur des événements. Alors parfois c'est des événements heureux où les gens vont être contents parce que tu vas faire de la promotion pour eux, mais si c'est un fait divers, ils veulent pas te voir à ce moment-là. Comment tu vis ça, ce contact face aux gens? Oui, tout à fait. Il faut admettre que nous, en tant que journalistes, on n'est pas là pour servir la soupe aux gens. Donc c'est-à-dire que oui, on relate des initiatives positives et le plus possible, c'est au mieux, j'ai envie de dire. Mais effectivement, on ne peut pas passer à côté des faits plus tragiques, plus dramatiques, des cas de harcèlement, des procédures judiciaires qui sont intentées contre des restaurateurs, contre des directeurs d'école pour différents faits. Heureusement, c'est relativement rare. Évidemment, on est soumis au jugement, mais j'ai envie de dire que pour chaque article, on est soumis finalement au jugement populaire, au jugement
de nos lecteurs, des internautes, parce que dans énormément de métiers, finalement, c'est notre responsable qui a vu sur ce qu'on fait, tandis que en tant que journaliste, finalement, oui, c'est nos collègues, c'est notre responsable qui a un droit de regard sur notre travail, mais à côté de tout ça, il y a des gens qui nous lisent et qui se feront une opinion plus ou moins positive, et nous, on doit pouvoir aussi faire la part des choses et aussi se forger une carapace et pouvoir aussi répondre à ces gens-là quand ces gens-là sont pas contents par rapport à un article, pouvoir leur apporter des arguments qui font en sorte que ça va un peu apaiser la situation. Vous êtes là pour apporter l'information, point, qu'elle soit positive, négative. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. C'est une part de neutralité que vous devez avoir et c'est pas toujours évident, mais c'est le métier. Par rapport à l'évolution de ton métier, maintenant il y a l'intelligence artificielle, il y a également des restructurations qui sont en cours, notamment dans la presse écrite et notamment pour l'avenir pour qui tu travailles. Est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur par rapport notamment à le droit d'expression et la diversité d'expression? C'est-à-dire, si maintenant on regroupe presse écrite, à un moment donné, il y a peut-être moins de journalistes qui seront là, et donc il y aura plus qu'un point de vue, entre guillemets, en tant que journaliste. Comment toi tu le vis? Alors, pour le moment, on en est que, les discussions ont évidemment abouti à ce projet en fait de fusion entre les deux grands groupes de presse en Belgique francophone, donc Rossel et IPM. Évidemment, cette fusion, ce mariage doit être soumis à approbation de l'autorité de la concurrence pour qu'il puisse être mis en application sans doute l'année prochaine. Donc, il reste encore pas mal de zones d'ombre autour de ce projet de fusion. Certains, évidemment, pensent que ça va mettre un coup au pluralisme de la presse. Il faudra voir dans quelle mesure cette fusion, si elle se concrétise, va chambouler les rédactions. Est-ce qu'on va garder tous les titres de la presse écrite? Est-ce que de quelle manière on va travailler finalement à l'avenir, en sachant que effectivement il va falloir composer avec de nouveaux collègues. Et donc c'est un peu l'incertitude par rapport à ça. Pour le moment, c'est sûr que le contexte est pas facile et il y a des inquiétudes au niveau des journalistes par rapport à leur avenir, par rapport à l'avenir de la presse, le pluralisme de la presse. On espère pouvoir avoir des apaisements si cet accord est conclu, parce que en tout cas il a été présenté comme quelque chose d'inéluctable face au déclin des ventes papier, au déclin des revenus publicitaires, au fait que les modes de consommation ont évolué. Maintenant, on est sur une digitalisation accrue des supports et donc on doit aussi s'adapter à ces changements-là. La principale difficulté, c'est que au départ, la presse papier vivait ses beaux jours avec l'avènement d'Internet et le développement au niveau numérique. Les gens ont été habitués dans un premier temps à pouvoir consulter des informations gratuitement. Ce qu'il y a, c'est que le modèle économique à un moment donné ne tenait plus parce que il y a eu une érosion du nombre de lecteurs papier. C'est le cas dans tous les titres de presse. Les coûts de distribution par Bipost qui ont explosé, le prix du papier qui a explosé aussi, et donc il faut se réinventer. C'est toute la difficulté, c'est de pouvoir trouver une balance, un équilibre entre d'un côté ce qu'on perd et ce qu'il faut gagner en termes de lecteurs numériques. Et ça, c'est difficile encore pour les gens de comprendre que une information recoupée de qualité, derrière tout ça il y a un journaliste qui a travaillé parfois souvent pendant plusieurs heures, et que ces journalistes-là ne sont pas payés avec des ronds de carottes, doivent pouvoir vivre décemment. Ça justifie un salaire, c'est un métier. Donc voilà. Et puis il y a aussi une certaine question d'éthique. Comment peut-on se justifier auprès de nos abonnés papier qui nous achètent que tous les articles qu'ils retrouvent dans leur journal est disponible gratuitement sur Internet. Donc c'est aussi une question d'équité vis-à-vis de nos abonnés papier. Heureusement, à l'avenir, on a toujours eu cette chance d'avoir un énorme taux d'abonnés papier qui fait qu'on a su amortir le choc un petit peu moins douloureusement que d'autres titres de presse écrite. Mais c'est sûr que c'est difficile pour tout le monde. La concurrence des GAFA, les Google, etc. ne facilite pas non plus ça ajoute maintenant les choses et les réseaux sociaux. Maintenant, tu as aussi le côté intelligence artificielle où on entend que certains articles sont écrits complètement avec une intelligence artificielle. C'est quoi ton opinion justement par rapport à cette nouvelle technologie?
Est-ce que ça te fait peur ou Ouais. est-ce que c'est plutôt un atout? Alors c'est une technologie qui est déjà bien avancée mais qui est encore perfectible et en développement. À titre personnel, moi je vois l'intelligence artificielle comme un appui, un outil, mais qui ne remplacera jamais le journaliste physiquement de terrain. Donc ça peut effectivement faciliter le travail à certains moments par rapport à une recherche d'informations, par rapport une tournure de phrase qu'on chercherait pour moi, un article écrit uniquement sur base de l'intelligence artificielle, ça enlèverait complètement tout intérêt à notre métier et ça viderait le journaliste de sa substance finalement, de sa plume. Mais comme tu disais, il y a parce qu'on a tous un style d'écriture qui est différent, qui nous est propre. Parfois, quand on lit certains titres, quand on lit certains chapeaux, certains débuts d'articles, on peut directement voir la patte de tel ou tel journaliste en fonction de ce qu'on a déjà lu de lui précédemment. Et l'intelligence artificielle va un peu gommer tout ça, où on va être dans une certaine uniformisation. Et puis finalement, c'est tellement facile maintenant. Ce sont des outils qui sont à notre disposition, qui sont où finalement, oui, on peut décider de faire écrire un article journalistique. Parfois, on est bluffé par quand on fait certains tests. Je l'ai déjà fait d'ailleurs, parce qu'il en ressort. Et effectivement, c'est plutôt bien écrit, mais d'un autre côté, on n'est pas à l'abri d'erreurs. Et je pense que les lecteurs, les internautes ne sont pas dupes non plus. J'ai contact notamment avec quelqu'un qui est dans le milieu de l'enseignement et qui faisait faire des travaux pratiques à ses élèves, qui du jour au lendemain a vu certains mauvais élèves rendre des copies exceptionnelles. J'ai eu l'occasion d'interviewer une professeure qui on a parlé de ce sujet-là. Elle m'a dit en fait, on connaît la personne, on sait comment elle écrit et du jour au lendemain on reçoit une dissertation écrite de chez lui où c'est plus du tout la même manière. Comme tu dis, je pense qu'on le voit en fait, on connaît la personne, on voit sa manière d'écrire. Du jour au lendemain ça change, c'est trop visible. Maintenant ça peut toujours être un outil à ton travail, mais ça remplace pas quelque part la rencontre humaine que tu as avec les gens quand tu vas sur le terrain. Non, c'est sûr, parce que sur le terrain, qu'est-ce qu'on a? On a aussi des témoignages. Les témoignages, c'est ce qui fait le plus cliquer. Je n'aime pas trop ce mot-là, mais force est de constater aussi que pour pouvoir avoir des engagements au niveau sur nos supports digitaux, il faut pouvoir inciter le lecteur à cliquer et à vouloir lire davantage que ce qu'il peut voir. Et donc forcément, on doit pouvoir proposer autre chose que ce qu'on propose sur le papier, en enrichissant nos papiers de vidéos, de diaporamas photos, de liens qui renvoient vers... C'est beaucoup d'énergie en fait, comme tu disais, tu as plusieurs casquettes sur les sujets, mais aussi tu as plusieurs casquettes de format que tu dois développer. Oui. Avant, on rentrait d'un reportage en rédaction, on se préoccupait du journal papier. Aujourd'hui, on rentre d'un reportage à la rédaction et on pense au numérique. Ouais. Donc d'abord, on écrit ce qu'on appelle la logique du web first. Donc c'est-à-dire qu'on est dans une société qui va toujours de plus en plus vite et où on doit pouvoir informer correctement les gens tout en n'étant pas une guerre en retard, mais en essayant aussi d'avoir une information de qualité, donc de quand même prendre le temps de recouper l'information, mais sans non plus attendre des heures et des heures avant la diffusion. Et donc la logique s'est totalement inversée, où on est devenu beaucoup plus on est plus dans un modèle où on réfléchit d'abord à Internet, à nos sites. Ta logique de développement de ton article change en fait. Oui, c'est ça. Ouais. Et sur Internet, ça offre, c'est ça aussi qui peut inciter les gens à s'abonner, c'est que on peut faire se permettre de faire des articles beaucoup plus longs, enrichis de photos, de diaporamas photos, de vidéos qu'on ne retrouvera pas nécessairement dans un format papier. On pourra produire peut-être des compléments d'information qui ne seront pas dans le papier, parce que dans le papier on est limité en termes d'espace, on doit composer avec des publicités qui sont mises dans le journal papier, où on est obligé de réduire aussi la voilure par rapport au papier, tandis que sur Internet ça nous offre des possibilités, et c'est un argument aussi important pour pouvoir inciter les gens à s'abonner, c'est de pouvoir dire ok, vous avez l'information dans le papier, vous êtes peut-être pas abonné papier, vous pouvez vous abonner à notre support papier, mais ce qu'on vous offre sur Internet, c'est pas un copier-coller de ce que vous avez dans le papier, parce que il y aura une autre expérience, ce sera enrichi de photos, de vidéos, de compléments d'informations, d'éléments peut-être qui sont un petit peu plus anecdotiques par rapport à ce qu'on va retenir dans le journal papier, ce qu'on va mettre dans le journal papier.
mais qui peuvent avoir une importance pour apporter aussi un certain angle de vue, un certain éclairage, oui. Oui, tout à fait. Donc l'IA pour moi c'est un support, mais ça ne remplacera jamais le journaliste de terrain, même si on peut être bluffé par les compétences et par le développement de ces technologies. Mais aujourd'hui l'IA peut être utilisée par tout à chacun, et donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que tout un chacun peut s'improviser journaliste. Journaliste, c'est pas un métier qui s'improvise du jour au lendemain. Il y a des codes, il y a une déontologie derrière tout ça. Et donc, on doit aussi en être conscient, prendre l'IA évidemment, on doit l'utiliser à bon escient, mais... Est-ce que tu penses que c'est un outil qui doit être développé, par exemple, pour les futures générations quand ils font des études de journalisme, que l'IA est à prendre en compte à l'heure actuelle pour développer leurs compétences? Bien sûr, ça doit être pour moi intégré au cursus, étant donné que le modèle économique qu'on avait avant n'est plus rentable et donc est plus basé sur la quête finalement de nouveaux abonnés digitaux. Et donc l'IA évidemment fait partie aussi de ces outils qui peuvent aussi nous aider à valoriser les contenus digitaux sans pour autant dénaturer le travail journalistique, mais ça peut nous faire gagner du temps, et un temps parfois précieux, parce que l'IA personnellement que j'utilise mentionne les sources. On peut aussi vérifier selon les sources qui sont mentionnées si l'information est fiable ou non. Évidemment, rien n'empêche aussi de recouper l'information en faisant ses recherches de son côté sans utiliser l'IA. Je pense que c'est un outil supplémentaire, mais ça ne remplacera jamais le journaliste de terrain. C'est pas un peu une tentation pour la nouvelle génération de se dire c'est une facilité, mais comme tu dis, il y a cet aspect déontologique, recoupement des sources qui doit être pris en compte, parce qu'un vrai journaliste c'est ça, c'est recouper tes sources, aller sur le terrain. Mais par gain de temps, puisqu'on est quand même dans une société au plus vite, comme tu l'as dit, est-ce qu'on risque pas à un moment donné de tomber dans ce travers de facilité, de tentation numérique, parce que tout est à disposition? Ça peut être une tentation, parce que les équipes rédactionnelles sont de plus en plus réduites par rapport à il y a 20 ou 30 ans, évidemment. Donc ça veut dire que la charge de travail, elle n'est pas réduite, et que les missions qu'on avait avant ont aussi évolué. On est amené à faire de la photo, du montage vidéo, etc. Chose qui n'était pas forcément le cas précédemment. Effectivement, on est des journalistes multicasquettes. Pour le même sujet, la même rencontre, le travail est supérieur à avant. Parce que, étant donné qu'on est dans une logique aussi où on valorise nos contenus sur le web, nos contenus qui sont sur le web, ils sont susceptibles aussi d'être modifiés 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, presque à l'infini. Ils peuvent être mis à jour. Tandis que dans le papier, une fois que c'est paru, c'est terminé. Je prends l'exemple d'un sujet qui est paru ce matin. J'ai été faire une photo supplémentaire ce matin. Le sujet était déjà paru, mais dans le web, je l'ai rajouté. J'ai pu un petit peu enrichir finalement. C'est un avantage peut-être aussi. Ce côté. C'est un avantage, mais c'est très très énergivore, parce que, par exemple, quand on est sur un fait divers, au départ, on n'a pas forcément énormément d'informations. On donne l'information au départ fiable, à l'instant T, sans savoir après des suites qui seront données. Donc on doit continuer à se tenir informé de l'état de santé, par exemple, de la victime, des moyens qui sont déployés. On est conscient que nous, on doit respecter le travail des pompiers, des policiers, des ambulanciers. C'est d'abord eux, et nous, on est là pour les laisser faire leur travail. S'ils n'ont pas le temps de nous répondre, on peut les comprendre, parce que c'est la priorité, elle est dans la sécurité et dans l'aide aux victimes. Si on arrive à un moment opportun où on peut avoir un interlocuteur, où on a beaucoup d'informations, etc., et où on peut faire un article déjà relativement complet, on aura moins de mise à jour à faire par rapport justement à un fait divers où on a très peu d'informations et où on donne quand même l'information avec une photo en disant attention, la circulation est fermée à cet endroit-là. Évidemment, 1 heure plus tard, on va devoir retourner dans et là, tu modifies ce papier ou tu refais un nouveau? Ça dépend. Ça dépend. La plus-value. Personnellement, je suis pas dans une logique de faire des nouveaux articles pour dire de faire des nouveaux articles et pour faire du clic. Il faut vraiment que le nouvel article qui soit publié apporte une plus-value. Donc, pour moi, c'est essentiel. Et c'est vrai que en fait, t'as presque une casquette je veux pas dire de blogueur, mais
de contenu sans fin, au final, quand t'as des faits divers comme ça, où t'attends la suite. Tu dois toujours être au taquet, tu peux pas te dire, bah voilà, j'ai fait l'article. Point. Tu dois toujours continuer à prendre l'information. C'est comme disons que effectivement c'est un peu un travail. On a évidemment des contacts qui nous informent. On est informé via les réseaux sociaux, etc. On a aussi nos sources à nous. Et qui nous amènent évidemment à enrichir. Le mot n'est pas le plus approprié, mais à enrichir nos articles, nos contenus évidemment. Ouais. Ça peut être des contenus beaucoup plus joyeux évidemment, où une personne a oublié de nous dire quelque chose, l'article est paru déjà dans le papier et c'est quelque chose qui lui semblait essentiel, mais lors de notre rencontre, finalement, elle n'y a pas pensé. Je dis, bon, c'est pas grave. Sur Internet, ok, dans le papier, c'est trop tard, mais sur Internet, on peut modifier, il y a possibilité. Ça, c'est un atout de pouvoir modifier, en fait. Et par rapport justement à la plus-value dont je parlais par rapport au fait d'écrire sur le même sujet. Dans le cas d'un tragique accident qui a eu lieu récemment du côté date, on relate les faits de la manière la plus objective possible, sans rentrer dans le côté sensationnel parce que c'est pas notre commerce et c'est pas la manière dont je fonctionne non plus. L'identité de la personne, on l'apprend, de la victime qui est malheureusement décédée, on l'apprend le lendemain. Donc qu'est-ce qu'on fait de cette information? Est-ce que c'est une personne qui est connue? Est-ce que c'est une personne qui est du coin? Qu'est-ce qu'on fait de ça? Là, peut s'engager un autre travail de recherche et parfois on se rend compte que cette personne-là dont on ignorait l'identité, c'était une personne qui était hyper impliquée dans la vie associative, festive, sportive. Elle avait une casquette publique un peu. Oui, et qui a fait des stages, qui a eu différents parcours professionnels et il y a des gens qui rendent hommage à ces personnes. Tu dois te questionner de savoir. La question de faire un nouvel article se pose dans le cas de l'accident mortel qui a eu lieu à Maf début juillet. Il se fait que la personne était unanimement appréciée, en tout cas de tous les échos que j'ai pu avoir, et avait un parcours artistique assez particulier, étant donné que c'était quelqu'un qui avait enregistré des clips musicaux, donc qui chantait, qui était auteur, compositeur, interprète. Oui. Après, c'est un sujet à part entière de faire un peu le parcours de cette personne. Et puis, c'est pas faire du sensationnel que de rendre hommage à cette personne. Oui, on revient sur l'accident, mais dans cet article-là, on rend surtout hommage, on met un visage sur cette personne-là. On met à l'honneur cette personne, ce qu'elle a fait aussi. Bien sûr, on veille toujours à ce que l'image, que soit la famille soit d'accord, soit que ça soit une personnalité publique, et alors il y a pas de problème par rapport au fait de reprendre une image dans nos archives ou quoi. Là, en l'occurrence, la personne qui est décédée est apparue dans pas mal de clips où on la voyait chanter. Donc voilà, c'est quelqu'un qui était relativement connu du côté date et de Lessines et qui avait. Tu as eu des bons retours finalement sur cet article que tu as rendu hommage. Disons que oui, sur les réseaux sociaux, parce que faut pas se le cacher, c'est une grosse caisse de résonance par rapport à tout ce qui est actualité chaude. Donc oui, par rapport aux réseaux sociaux, il y a eu énormément de partage d'articles, demandes de proches. Pour eux, c'est une façon de leur rendre hommage sans tomber dans le sensationnalisme, et ça a apporté une plus-value. À partir du moment où je faisais une mise à jour de l'article, l'information risquait peut-être de passer un peu plus inaperçue, j'ai envie de dire. Ouais. Alors que cette personne-là méritait peut-être d'être mise en valeur. Autrement, ça méritait un développement. C'est un peu au cas par cas, parfois, c'est difficile de trancher. C'est ta patte de journaliste qui le dessine au final, hein. C'est ton expérience en te disant, tiens, là, c'est vraiment un sujet qui peut être développé. C'est au cas par cas. Et qu'il y a quelque chose à dire derrière. En fait. Oui, c'est au cas par cas, et après, ça peut être discuté avec des collègues quand on a un doute, ou on est partagé, on se dit, est-ce que je fais un nouvel article, ou est-ce que j'en fais? Tu parles de tes collègues, est-ce que le métier de journaliste, c'est un métier seul, tu trouves? Ou alors tu te sens encadré? De plus en plus, j'ai l'impression que c'est un métier, un travail d'équipe qui se fait parce que avec les moyens technologiques à notre disposition, on est de plus en plus amené à communiquer sur le terrain à nos collègues. Derrière tout ça, il doit y avoir un backup, une personne qui est en support, j'ai envie de dire, au bureau pour nous aider à traiter l'information. On prend par exemple le cas du campement de gens du voyage qui s'est installé à Leuze. Évidemment, on est sur place et on peut déjà contacter un collègue en lui transmettant des photos, des informations, et ce collègue-là se charge de la diffusion, pourra déjà amorcer un sujet, publier un sujet, en sachant qu'après le sujet sera modifié, enrichi avec de nouvelles informations. Précédemment, c'était pas particulièrement le cas. On allait sur une actualité chaude et finalement, on revenait chez soi ou on revenait au travail, parce qu'il y avait le télétravail du temps du Covid, où on revenait du travail.
Et le réflexe, c'était un peu ça. C'était, on va sur une activité chaude, on revient au travail, et puis on doit seulement allumer l'ordinateur, et puis finalement, on perd du temps. Là, vous travaillez en collaboration, alors ça change un peu la donne sur la façon de travailler. Disons que oui, qui reste au centre et qui collecte ton information pour en faire un premier contenu à chaud. Voilà, c'est ça. Après, si on est sur un lieu où on a une possibilité de se connecter, etc., on peut directement traiter l'information aussi en direct. Et c'est sûr que pour l'actualité chaude, ben évidemment, dès qu'on a une information qui est sûre, vérifiée, etc., et il n'y a pas de raison, j'ai envie de dire, d'attendre. Il y a une concurrence aussi, il faut pas s'en cacher avec d'autres médias, avec la presse visuelle, télévisuelle, oui, qui diffuse des contenus. Et puis t'es en concurrence avec, comme tu disais, les réseaux sociaux tout court, de l'information qui sont diffusées par des particuliers. On est en concurrence avec les réseaux sociaux, avec les gens qui s'improvisent parfois journalistes ou qui postent des messages. Et c'est très bien aussi que les gens soient aussi là pour informer aussi les journalistes. Il faut faire le tri. Mais effectivement, il y a dans certains cas une forme de concurrence, mais on est aussi en concurrence avec plein d'autres supports. Voilà. Malgré toutes les difficultés que tu rencontres, que ce soit cet avancement technologique, l'intelligence artificielle, le regroupement de la presse écrite, toi en tant que journaliste, est-ce que demain tu re-signes pour 15 ans, est-ce que tu re-signes dans ce métier-là? Est-ce que tu arrives à garder une motivation de ce que tu fais? Disons qu'il faut avoir une faculté d'adaptation qui est quand même relativement importante parce que le métier évolue constamment. C'est le cas dans beaucoup de métiers. Je ne sais pas. Honnêtement, je saurais pas répondre à cette question parce que les études que j'ai faites il y a une quinzaine d'années, c'est plus le même cursus. Est-ce que finalement la société de maintenant, la manière de traiter l'information de maintenant, ça m'aurait plu à ce moment-là, de l'apprendre à ce moment-là, enfin à ce moment-ci, je ne sais pas. Ce qu'il y a, c'est que je suis arrivé dans un monde où le numérique avait que très peu de place, et puis finalement la balance s'est totalement inversée. Et ça s'est pas fait du jour au lendemain. Il y a eu une adaptation qui a dû se faire. Il y a eu des restructurations. Pour arriver à accepter le changement, en fait. Oui, c'est ça. Accepter que le modèle soit en perpétuelle évolution, que les médias se transforment constamment. Alors est-ce que j'aurais pu faire ce métier maintenant, si j'avais débuté maintenant, je ne sais pas. Honnêtement, je sais pas. Mais est-ce que tu te vois encore le continuer dans la presse écrite? Est-ce que tu penses, toi, sincèrement, qu'il y a encore un avenir? Est-ce que c'est un avenir pour moi ou un avenir par rapport à la presse écrite? Par rapport à la presse écrite. Par rapport à la presse écrite, il faut savoir que quand moi je suis sorti des études il y a une quinzaine d'années, on annonçait déjà la mort de la presse écrite. Voilà, les journalistes expérimentés m'avaient toujours rassuré en me disant bah oui, mais c'est un sujet dont on parle depuis des années, ça n'arrivera jamais, etc. J'y ai longtemps cru, évidemment, surtout qu'on avait un potentiel, une force de frappe importante au niveau des abonnés. Maintenant, voilà, il y a des discours qui sont tenus et où on annonce la fin du modèle papier dans quelques années. Est-ce que j'y crois? Est-ce que j'y crois pas? Moi, j'ai envie de croire que la presse papier survivra. Ce n'est que papier, mais la presse écrite reste de la presse écrite, qu'elle soit numérique. Le format est différent, mais tu peux toujours continuer à écrire. Oui, on peut imaginer dans certains pays, comme au Canada ou aux États-Unis, certains médias sont passés tout au numérique alors qu'ils avaient une édition papier. Je pense que oui, on pourrait très bien imaginer qu'on bascule vers un modèle et c'est peut-être aussi dans les ambitions au niveau des groupes de presse écrite. Seul l'avenir le dira. Oui, voilà, c'est ça. Seul l'avenir le dira. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour l'avenir? Que tu aimerais développer peut-être? Est-ce que par exemple, le métier de professeur de journalisme pourrait être quelque chose qui te plairait? Transmettre ton savoir? Je suis pas quelqu'un qui... je me suis engagé dans la presse écrite parce que je suis pas quelqu'un qui est forcément très à l'aise devant une caméra ou devant un micro, ce qui est... Enfin, voilà, je suis amené à interroger des gens qui eux-mêmes sont pas forcément à l'aise de devoir parler, mais le fait que je travaille en presse écrite, ça démystifie un peu les choses et généralement les gens sont plus détendus que s'ils voient débarquer une caméra ou un smartphone ou un micro. Évidemment, ce sont des outils qu'on utilise, mais par rapport à ta question, c'était... Qu'est-ce que tu souhaiterais développer à l'avenir? Est-ce que tu te verrais par exemple devenir professeur? Alors professeur, c'est se mettre dans un carcan. Il faut, je pense aussi pouvoir avoir cette fibre-là, de pouvoir transmettre. C'est pas ton truc? Si, j'aime transmettre, mais après, de là à devenir prof, est-ce que c'est quelque chose que j'envisage? Peut-être pas. J'ai pas cette ambition, cette prétention-là. Je pense que ma place, elle est pas là.
Je pense que ma place est là où je me situe, c'est-à-dire à la rencontre des gens. Et je pense qu'il y a des personnes qui sont mieux placées que moi, des collègues journalistes, pour justement donner ces cours et pouvoir transmettre leur passion. J'aime transmettre, mais d'une autre manière, j'ai envie de dire. Je préfère transmettre via mon écriture. Alors je vais te souhaiter des rencontres, encore. Oui, des rencontres et des rencontres qui soient riches en expérience, qu'elles soient humaines, des tours du monde. J'espère terminer ma carrière dans ce métier-là. Toutes ces rencontres futures continueront à me faire grandir, m'apprendront des choses sur moi-même, sur ma vision vision des choses, et surtout me nourriront et me permettront finalement de me forger un avis, me permettront surtout d'améliorer mes connaissances, parce que je suis quelqu'un qui est toujours en quête d'apprendre. J'apprends énormément au contact des gens, qui doivent parfois aussi vulgariser le propos, parce que c'est ça qui est parfois aussi compliqué. On ne maîtrise pas tout en tant que journaliste. On fait un métier assez généraliste, et on doit aussi convaincre la personne. Les termes techniques, c'est bien pour leur métier, mais ils doivent aussi faire un travail de vulgarisation pour que nous on comprenne ce qu'ils nous racontent, pour que nous après, quand on retranscrit, ça soit compréhensible par les gens. Ouais. Et donc oui, constamment on en apprend un peu plus sur les métiers de maraîcher par exemple, toute une série de choses qui évoluent et auxquelles on doit s'adapter, de nouveaux sujets à traiter évidemment. Si tu as un conseil à donner aux jeunes qui souhaiteraient se lancer dans le journalisme, quel est-il ? Est-ce que tu penses qu'il y a une qualité ou quelque chose qu'ils devraient développer surtout pour ce métier ? Pour être journaliste, il faut être disponible, flexible, pouvoir s'adapter à différents contextes, pouvoir arrêter son travail à la minute pour pouvoir sauter dans sa voiture et aller sur une actualité chaude. Voilà, la libération par exemple d'Olivier de Castel, c'était un événement national. Il est tournésien, mais ça a été un événement national qu'on a couvert aussi dans notre cahier régional. C'est ce genre d'information-là. Quand on apprend sa libération, on ne peut pas continuer son travail comme si de rien n'était. On doit pouvoir se dire à un moment donné, prendre du recul. Le travail qu'on fait peut-être c'est de l'actualité plus froide ou plus tiède. On le met de côté et directement, dès qu'on a l'information, on met nos forces sur cette actualité-là, parce que de toute manière, le train il passe. Si on prend pas le train en marche, d'autres le font. Il faut être réactif. Effectivement, il faut pouvoir avoir cette faculté d'adaptation, avoir une grosse résistance au stress aussi, et pouvoir avoir une certaine curiosité aussi, parce que être journaliste, c'est être curieux, c'est pouvoir s'intéresser au parcours de vie des gens, et c'est pouvoir se remettre en question aussi constamment, parce que on fait des erreurs, on en fera toujours, le moins possible, et l'erreur est humaine. Sauf que nous, l'erreur, évidemment, elle est visible plus facilement que si on est juste checké par notre responsable, une visibilité notre plus supérieur conséquente. Hiérarchique. Oui, on a une responsabilité, une pression supplémentaire parce qu'on travaille pour un journal. On a aussi une responsabilité vis-à-vis du titre, vis-à-vis de la marque, en l'occurrence l'avenir, où voilà, il y a une réputation, il y a certaines valeurs, il y a certains codes déontologiques qu'on doit respecter. Il y a une image de marque, et on sait très bien qu'on doit absolument défendre un journalisme de qualité avec des informations recoupées pour éviter tout ce qui est fake news, qui est un véritable fléau sur les réseaux sociaux, pouvoir rebondir sur des sujets. Peut-être faire preuve d'adaptabilité aussi par rapport au changement, comme toi tu le connais, et ça va pas aller en s'améliorant face à toute cette technologie, accepter que ce changement soit aussi fréquent dans ton métier. Oui, il faut pouvoir avoir un minimum de résilience et pouvoir se faire aussi un peu à l'idée que notre métier change, évolue, et peut-être anticiper aussi les choses. On sait vers quoi. Même s'il y a beaucoup de zones d'ombre, on sait plus ou moins vers quoi on va. Mais après, c'est rien de tel que le travail de terrain, les études, c'est quelque chose. Oui. Mais le terrain, c'est là où on apprend le plus et où on découvre le mieux et le plus l'envers du décor et ce qui est réellement le journalisme. C'est ton expérience qui fait que il y a eu des stages pratiques, évidemment. Là où j'ai le plus appris, c'est sur le terrain. Et voilà. C'est ainsi que se termine notre entretien avec Pierre Laurent. Merci à lui de s'être livré avec tant d'authenticité, qu'il s'agisse de défis majeurs comme l'IA et l'avenir de la presse, de la richesse des expériences humaines comme son voyage en Inde,
ou de l'intimité poignante du fait divers personnel qui a marqué sa carrière. Cet échange nous rappelle à quel point le journalisme est un métier de passion, d'adaptation, mais aussi d'une profonde humanité. Nous lui souhaitons tout le meilleur pour la suite de son parcours au sein de l'avenir. Merci à vous, chers auditeurs de Côté Canap, d'avoir été à nos côtés pour cet épisode. Si vous avez apprécié cette discussion, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à laisser un commentaire et 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Côté Canap. À bientôt.